Je me suis glissée dans la peau d'une artiste précaire luttant pour sa survie lors de ce fameux dîner de famille organisé par mon fiancé. Ce que son père a fini par exhumer sous le vernis de ma discrétion a littéralement pétrifié l'assistance, plongé la vaste demeure dans un silence de sépulcre. Mon nom est Léa Hartmann, j'ai 32 ans, pour quiconque me croise sur mon vieux vélo bleu serpentant à travers les rues brumeuses de Hambourg, je ressemble à n'importe quel autre graphiste indépendante courant après les échéances, son troisième café de la journée. Mon jean est maculé de taches de peinture indélébile, mon sac de transport est couvert d'esquisses à l'encre de Chine, ma vieille planche à dessin, solidement sanglée sur mon dos, émet un grincement de métal fatigué chaque fois que je freine brusquement au feu de signalisation. Ce que personne ne soupçonne, c'était l'empire souterrain qui respirait derrière cette apparente simplicité. 3 entités distinctes, érigées sur les fondations d'une foi inébranlable de milliers d'heures de veille nocturne, constituaient mon architecture secrète. Apex Creative, une agence de design d'interface pour les marques de luxe, Logixpack, une petite manufacture de conditionnement haut de gamme, dissimulée près des docks du port de Hambourg. Chaque structure fonctionne aujourd'hui avec une telle fluidité que je pourrais, dès demain, cesser toute activité, vivre dans un confort absolu pendant des décennies. Mais je n'ai jamais eu l'ambition de porter les signes extérieurs de la richesse. Je voulais rester invisible, une observatrice silencieuse, afin de percevoir les êtres tels qu'ils sont réellement, débarrassés de leurs masques sociaux lorsqu'ils pensent que vous n'avez rien à leur offrir. Même Vincent, mon fiancé, ignore tout de la réalité de mes comptes. C'est un homme de 35 ans, un chef de produit bienveillant pragmatique, qui a grandi dans un univers où l'opulence était aussi naturelle, omniprésente que le papier peint des salons familiaux, faite de vieilles fortunes, de calme imperturbable, de privilèges silencieux. La semaine dernière, il a serré ma main dans la sienne, m'a murmuré d'un ton incertain. Mes parents souhaitent te rencontrer officiellement. Ils ont leur particularité. J'ai esquissé un sourire, intérieurement, un mécanisme s'est activé. Je voulais découvrir ce que signifierait cette singularité lorsqu'ils seraient convaincus que je n'étais qu'une artiste fauchée, voyageant à vélo nourrie de rêves fragiles. J'ai donc pris la décision de ne pas les détromper, pas encore, car je savais que parfois, la vérité n'acquiert sa pleine puissance que lorsqu'on lui offre une mise en scène appropriée. Et cette nuit-là, au moment exact où son père a posé les yeux sur mon nom de famille, l'axe de notre monde a basculé. Avez-vous déjà ressenti ce besoin de dissimuler une partie de vous-même, juste pour identifier ceux qui continueraient à vous traiter avec un respect authentique malgré votre apparente insignifiance? Si tel est le cas, partagez votre récit avec nous, j'aimerais beaucoup le lire. J'ai grandi à une petite ville côtière nichée au bord de la mer Baltique, là où les matins exhalent une odeur de sel de sûre de bois fraîche, où chaque habitant salue l'autre lorsqu'il se croise sur le port. Mon père, Karl Hartmann, construisait des barques de pêcheurs de ses propres mains. Ses paumes étaient rugueuses, ses ongles toujours marqués par le travail. Quand j'étais enfant, je m'imaginais que l'odeur du vernis du bois de pin était l'essence même de l'amour. Ma mère, Sophie, tenait une minuscule boutique d'imprimerie de papeterie à l'angle de notre rue. Elle concevait des cartes de vœux, des affiches pour les écoles locales. Chaque soir après le repas, elle s'installait derrière son comptoir avec une tasse de tisane pour découper du papier avec une petite lame d'argent, tandis que la vieille radio diffusait un murmure constant en arrière-plan. Nous n'étions pas riches, loin de là, notre foyer vibrait d'une chaleur humaine, d'une honnêteté ancrée dans la fierté du travail bien fait. Mes parents ne m'ont jamais poussé vers la réussite matérielle. Ils m'ont exhorté à chercher un sens à mes actes. Quand j'avais 10 ans, j'ai demandé à ma mère pourquoi elle n'utilisait pas de lettres d'or pour son enseigne, comme la grande boulangerie voisine. Elle m'avait souri avant de répondre. Parce que la valeur réelle n'a pas besoin d'éclat superficiel, ma petite, les gens qui savent ce qui compte vraiment le percevront de toute façon. Je n'avais pas saisi la portée de ces mots à l'époque, cette phrase est devenue ma boussole invisible, me guidant bien après mon départ de Wismar. Je n'étais pas l'élève la plus brillante de ma classe, ma curiosité était insatiable. J'aimais les motifs, les structures spatiales, les harmonies de couleurs, la façon dont le design pouvait transformer l'ordinaire en exceptionnel. Ma mère m'a transmis l'art du trait. Mon père m'a appris la rigueur de la mesure, vérifiée 2 fois avant de trancher une seule. Ensemble, ils m'ont enseigné à déceler la beauté dans l'utilité. Lorsque j'ai décroché une bourse complète pour l'université de Hambourg, j'ai eu l'impression que les frontières de mon petit univers volaient en éclats. Je revois encore les mains de mon père trembler légèrement lorsqu'il m'a tendu un billet de 100 € soigneusement plié,
l'intégralité de leurs économies mensuelles, en me disant « Ne laisse jamais personne te convaincre que l'art n'est pas un métier ». Hambourg ne ressemblait en rien à la quiétude de mon enfance. C'était une ville titanesque, électrique, saturée de bruit d'une vitesse vertigineuse. J'ai étudié le design, la gestion, partageant mon temps entre l'esquisse de modèles, l'analyse complexe de rapports de marché. Pour subvenir à mes besoins, j'ai cumulé les emplois, barista à temps partiel, assistante de mise en page dans une petite revue, puis illustratrice indépendante. Il y eut des semaines où le sommeil ne durait que 4 heures par nuit, cela m'importait peu. J'apprenais les rouages du monde créatif, je découvrais sa fragilité intrinsèque. Après mon diplôme, j'ai rejoint une start-up de design dirigée par 2 fondateurs brillants, totalement dénués de scrupules. Pendant 1 an, nous avons survécu grâce à des nouilles instantanées tout en présentant nos concepts à des investisseurs qui ne nous ont jamais rappelés. Lorsque la firme a déposé le bilan, j'ai cru que c'était la fin de mes ambitions. Mais j'allais apprendre que l'échec n'est que le prix à payer pour les leçons qu'aucune école ne peut enseigner. J'ai empoché mon dernier salaire, à peine de quoi couvrir le prochain loyer, je me suis remise à mon compte. J'ai loué un studio de 20 mètres carrés, posé mon vieux MacBook sur une table de camping, commencé à accepter de petits contrats. Des logos pour des applications, des concepts d'emballage, des affiches. Ce n'était pas prestigieux, c'était mon œuvre. 2 ans plus tard, j'ai retenté l'aventure entrepreneuriale. Mon premier véritable studio proposait du design de marque pour la restauration locale. Cela a fonctionné un temps, jusqu'à ce qu'un client majeur refuse de payer, m'obligeant à fermer boutique. La douleur fut plus vive que la première fois, elle m'apprit l'art de la négociation, la protection juridique du travail. La deuxième start-up, focalisée sur le web design stratégique, a véritablement décollé. Nous n'avons pas cherché la viralité, le rachat immédiat. Nous avons grandi lentement, dans le silence, avec une durabilité exemplaire. En 3 ans, j'avais constitué une base de clients fidèles suffisante pour lancer ma 3e entreprise. Une firme de logistique de conditionnement à la demande pour des marques de luxe. Ensemble, ces 3 sociétés sont devenues l'architecture invisible de ma vie actuelle. Rien d'ostentatoire, une structure solide, stable, autonome. Et pourtant, malgré cette réussite, je n'ai jamais ressenti le besoin d'en faire l'étalage. Je continue de vivre simplement, me déplaçant à vélo pour mes rendez-vous, m'habillant dans des boutiques de seconde main, mangeant dans le même restaurant de quartier. Je refusais de succomber au luxe ostentatoire, car pour moi, la véritable richesse était la liberté. La liberté de dire non, de choisir des projets qui font sens, de pouvoir disparaître du radar si je le souhaitais. L'argent, je l'avais compris, peut construire des cages dorées que l'on finit par confondre avec le confort. Mes parents sont venus me voir des années plus tard, au moment où ma 2e firme générait enfin des bénéfices substantiels. Je les ai emmenés dîner dans un petit établissement italien face à l'eau. Ma mère, vêtue de sa plus belle robe à fleurs, a balayé la salle du regard avant de murmurer « C'est toi qui as construit tout cela ». J'ai simplement acquiescé. Mon père, fidèle à lui-même, a serré ma main en me disant « Je suis fier de toi, Léa, n'oublie jamais d'où tu viens ». Je lui ai promis que je ne l'oublierai jamais. Après leur départ, je suis restée assise au bord de l'Alsté, observant les bateaux traverser l'eau sombre, réfléchissant à la façon dont le succès transforme les êtres. Certains deviennent plus bruyants, d'autres plus froids. Je voulais devenir plus silencieuse, laisser mon travail s'exprimer à ma place. C'est pour cette raison que je n'ai jamais révélé à Vincent le montant de mes revenus, l'étendue de mon patrimoine lorsque nous nous sommes rencontrés. Ce n'était pas par volonté de le tromper, pour protéger cette part de moi qui appartenait encore à la petite fille de Wismar. Celle qui croit en l'effort plus qu'en l'image. Je lui ai dit que j'étais graphiste indépendante, ce qui était la vérité, pas la vérité intégrale. J'avais appris très tôt que les gens vous traitent différemment lorsqu'ils sentent l'odeur de l'argent. Leur bienveillance devient stratégique, leur respect conditionnel. Je ne voulais pas de cela. Je voulais un amour qui n'ait besoin ni d'étiquette, de relevé bancaire. J'ai rencontré Vincent par un matin gris de mars à Hambourg. Ce genre de matin où le ciel semble hésiter à laisser tomber la pluie sans jamais se décider. J'avais été invitée à intervenir dans un petit atelier de design au centre-ville, une réunion pour les indépendants, les jeunes créateurs. Je me revois encore, debout près de la machine à café, mon carnet à la main, écoutant d'une oreille distraite une conversation sur la typographie minimaliste.
C'est alors qu'une voix masculine à mes côtés a lancé « L'Helvetica est au design ce que l'avocat est au toast. Tout le monde l'adore, personne ne le remet en question. » Je me suis retournée, entre amusement, envie de débattre. Il était grand, portait un vieux sweat à capuche, un jean usé. Il y avait une trace de peinture sur son poignet, un détail qui a immédiatement attiré mon attention. Il ne cherchait pas à impressionner, il était simplement là, authentique. Nous avons passé la demi-heure suivante à nous disputer sur les polices de caractère, puis sur la théorie des couleurs, pour finir par une discussion passionnée sur la philosophie de l'espace négatif. Quand je lui ai confié que je concevais des emballages, il a ri. Donc, tu aides les gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin? J'ai souri en répondant. Non, je m'assure que les objets dont ils ont réellement besoin aient l'apparence qu'ils méritent. Cette phrase a provoqué chez lui un sourire qui m'est resté en mémoire pendant des jours. Dans les semaines qui ont suivi, nos trajectoires n'ont cessé de se croiser. Il s'est avéré qu'il était chef de produit dans une petite firme de logiciels située à quelques rues de mon studio. Parfois, il passait me voir après le travail avec 2 cafés, nous partagions des histoires sur le décodage du chaos ou les intrigues de bureau. Il parlait le langage de la logique, de la structure, tandis que je vivais dans un monde d'esquisses, de palettes de couleurs. Mais quelque part, entre le code et la toile, nous avons trouvé un terrain d'entente. Notre premier véritable rendez-vous n'avait rien de formel. C'était un jeudi pluvieux, ma chaîne de vélo avait déraillé près du quartier de l'université. J'étais en retard pour un rendez-vous client, trempée prête à maudire la terre entière, quand j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Vincent sortait justement d'une réunion à proximité. Il m'a proposé de me ramener. Devant mon hésitation, il a ajouté « Ce n'est pas de la pitié, c'est de la logistique ». Cela m'a fait rire, j'ai accepté. Nous avons fini par sécher nos obligations respectives pour nous réfugier dans un petit café-librairie, discutant pendant des heures de ville que nous n'avions jamais visitées, de ce que nous ferions si l'argent n'était pas un facteur. En sortant, la pluie s'était arrêtée. Il m'a regardé et m'a dit doucement « C'est étrange, j'ai l'impression de te connaître depuis bien plus que quelques semaines. » J'ai souri. Peut-être nous étions-nous croisés dans une autre vie, lors d'une exposition de typographie. C'est ainsi que tout a commencé. Lentement, de façon organique. Il était patient, bienveillant, drôle sans jamais être envahissant. Il avait retenu la façon dont je préparais mon café, m'apportait des fleurs cueillies au marché, m'écoutait parler d'éthique du design comme s'il s'agissait de haute philosophie. Avec lui, je me sentais en sécurité, j'ai peut-être gardé mon univers secret pour préserver cette bulle. Il savait que j'étais designer. Il avait vu mon portfolio en ligne, ce site très simple listant mes collaborations indépendantes. Je lui avais dit que j'avais quelques clients réguliers, que mes revenus étaient suffisants pour vivre confortablement. C'était vrai, ce n'était qu'un fragment du tableau. Je n'ai pas mentionné que l'une de mes structures venait de signer un contrat pluriannuel avec une multinationale de la cosmétique, que mes frais d'infrastructure concernaient 3 entreprises distinctes. Je n'ai rien dit car je ne voulais pas voir ce changement dans son regard. Les êtres changent lorsque les chiffres entrent en scène. L'univers de Vincent était aux antipodes du mien. Il venait d'une lignée qui n'avait pas seulement de l'argent, une ascendance. Ses parents habitaient une demeure imposante à Blanquenèze, avec vue sur l'Elbe, là où les voisins sont des capitaines d'industrie, où les noms de famille sont gravés dans le marbre des musées. Son père, Antoine, était associé dans un cabinet d'avocats de renommée mondiale. Sa mère, Hélène, organisait des galas de bienfaisance, des ventes aux enchères d'art dont la presse mondaine se faisait l'écho. Pourtant, Vincent n'affichait jamais ce privilège. Il le portait plutôt comme un fardeau silencieux, quelque chose dont il ne pouvait s'échapper, qu'il ne revendiquait pas. Un jour, en nous promenant dans le parc de Plantan-Imblomène, il m'a raconté avoir grandi dans une maison où le succès n'était pas une option, une exigence permanente. Mon père disait toujours « Si tu dois annoncer ta réussite, c'est qu'elle n'est pas réelle. » Il riait, je percevais la lassitude derrière ses mots. Je l'ai interrogé sur l'opinion de ses parents concernant ma carrière. Il a hésité, il trouve cela charmant, provisoire. Ce fut la première fissure. Infime, elle vibrait entre nous. Chaque fois que le sujet de sa famille revenait sur le tapis, ses épaules se crispaient, je changeais de sujet. Au début, cela m'importait peu, tout le monde a ses propres démons. Mais au fil des mois, j'ai compris qu'il ne fuyait pas seulement leur avis, il en avait peur. Il disait,
Ils sont juste traditionnels, ils veulent mon bien. La réalité était plus brute. Ils cherchaient encore leur approbation, malgré sa douceur, je sentais le fil invisible qui le tirait vers leur monde de hiérarchie de sourires polis. Ma première rencontre avec Hélène a eu lieu lors d'un appel vidéo. Vincent avait oublié son téléphone sur le comptoir, quand l'écran s'est allumé au nom de maman, j'ai décroché par réflexe. « Bonjour », ai-je dit poliment. Il y eut un silence, puis une voix lisse, posée impénétrablement contrôlée me répondit. « Oh, tu dois être Léa. » Elle a prononcé mon prénom comme si elle le goûtait pour la première fois. J'ai expliqué que Vincent était occupé, elle a poursuivi la conversation par des questions banales dissimulant une analyse minutieuse. « Tu es graphiste, c'est bien cela ? Indépendante. C'est ravissant. Ma nièce fait aussi de l'aquarelle sur une plateforme artisanale. » J'ai souri, c'est merveilleux. Puis vint la pause calculée. J'imagine que le travail en freelance peut être incertain. Je suppose que la liberté est plus importante pour certaines personnes. Ce mot, liberté, portait une tonalité que je connaissais bien pour l'avoir entendu chez certains clients. La présomption que je n'avais pas les moyens de dire non. En effet, ai-je répondu calmement. Je pense que la liberté est le seul luxe véritable. Elle a esquissé un sourire pincé avant que Vincent ne reprenne l'appareil en multipliant les excuses nerveuses. Il n'a pas cherché à savoir ce que nous nous étions dit. Peut-être préférait-il ne pas savoir. Pourtant, notre relation a continué de croître. Après 2 ans, nous nous sommes installés dans un petit appartement au-dessus d'une boulangerie à Haute-en-Seine. Nous avons bâti nos routines, nos sessions nocturnes de travail sur le canapé, nos repas improvisés tout en discutant de mes projets ou de ses applications. C'était simple, c'était suffisant. Mais je le surprenais parfois à me fixer lorsque je réglais l'addition au restaurant ou quand je déclinais des voyages hors de prix proposés par son entourage. Un soir, il m'a dit doucement « Je ne veux pas que tu te sentes inférieur. » J'ai relevé les yeux. Inférieur à quoi? Il a hésité, à ce qu'ils attendent. C'est là que j'ai compris qu'il n'avait pas honte de moi, qu'il avait peur que je les embarrasse. Il n'a jamais demandé le montant de mon chiffre d'affaires, je n'ai jamais offert l'information de moi-même, car je sentais qu'il aimait se croire le pourvoyeur du foyer. Cela lui donnait le sentiment que le monde était cohérent. Et j'acceptais de le laisser dans cette illusion, car une partie de moi voulait tester les limites de sa bienveillance avant qu'elles ne deviennent conditionnelles. Le soir où il m'a enfin dit « Mes parents veulent faire ta connaissance », j'ai souri, j'ai accepté. Mais intérieurement, un froid s'est installé dans ma poitrine, un mélange d'anticipation, de lucidité. Si leur monde n'était basé que sur les apparences, je voulais voir comment ils traiteraient une femme qui semblait n'en posséder aucune. Une petite voix au fond de moi murmurait « Ils ne te verront pas tant qu'ils n'y seront pas obligés. » Tout a commencé par un appel, juste avant le coucher du soleil, alors que le ciel de Hambourg prend des teintes de vert fumé. Je dessinais des concepts de packaging sur ma tablette quand le téléphone de Vincent, posé sur la table, s'est mis à vibrer. Hélène Vomberg. Il a décroché immédiatement, sa posture se redressant par réflexe. J'ai observé le changement dans son expression. Poli, déférent, avec cette pointe de culpabilité enfantine que je lui voyais chaque fois qu'elle exigeait quelque chose. « Oui, maman », a-t-il dit en me lançant un regard incertain. « Elle est juste là. » Puis il a articulé sans un bruit. « Elle veut te parler. » J'ai essuyé mes mains, pris une grande inspiration, saisi l'appareil. Sa voix était lisse comme de la soie, d'une chaleur étudiée qui pouvait devenir tranchante sans prévenir. « Léa, ma chère, j'espère que je ne vous dérange pas. Vincent a mentionné que votre emploi du temps était assez flexible. » Elle a légèrement étiré ce dernier mot, testant jusqu'où la courtoisie pouvait aller avant de se briser. J'ai souri, même si elle ne pouvait me voir. En effet, je gère mes heures moi-même. C'est l'avantage du statut d'indépendant. « Oh, cela doit être tellement libérateur, » a-t-elle répondu, bien que cela doive exiger une discipline de fer pour rester motivé sans cadre fixe. Il y avait là cette pointe de condescendance feutrée, parfaitement équilibrée. Elle n'a pas marqué de pause avant de poursuivre. « Antoine, moi organisons un petit dîner ce week-end. Uniquement la famille, vraiment. Il est grand temps que nous rencontrions la femme qui a dérobé le cœur de notre fils. » Sa formulation « dérobé » m'a fait sourire pour des raisons qu'elle ne comprendrait jamais. Je l'ai remerciée en affirmant que j'étais honorée. Mais durant tout l'échange,
j'ai perçu le scénario invisible qui s'écrivait entre ces mots. Chaque question portait une double lecture. Vivez-vous seul? Depuis combien de temps travaillez-vous ainsi? Trouvez-vous cela viable à long terme? Son ton était décontracté, sa curiosité était chirurgicale. Elle me mesurait, tentant de me faire entrer dans une case bien précise. L'artiste rêveuse, une distraction passagère pour son fils. Quand l'appel a pris fin, Vincent m'a regardé avec inquiétude. Elle veut bien faire, a-t-il murmuré, elle est juste un peu, à l'ancienne. J'ai reposé le téléphone. À l'ancienne, ai-je répété, c'est une façon de le dire. Mais cette nuit-là, en écoutant la pluie frapper les vitres, une résolution a commencé à germer en moi. Ce n'était ni de la colère, de la rancœur, une pure curiosité sociologique. Ce n'était pas la première fois que l'on me sous-estimait, cette fois, l'enjeu était plus intime. C'était la frontière invisible entre le respect et les standards. Je repensais à ma mère, qui disait « Les gens révèlent leur vraie nature lorsqu'ils pensent que vous ne valez rien ». Cette phrase résonna dans mon esprit comme un défi personnel. J'ai soudainement décidé que ce dîner serait plus qu'une simple rencontre, ce serait une expérience contrôlée. Que verraient-ils s'ils étaient convaincus que je n'étais qu'une modeste graphiste peinant à joindre les deux bouts? Leur sourire atteindrait-il encore leurs yeux? Me parleraient-ils d'égal à égal, ou sombreraient-ils dans ce ton de supériorité polie réservé à ceux qui servent au lieu d'appartenir? Quand je me suis endormie, ma décision était prise. Je me présenterais exactement telle qu'ils m'imaginaient. Simple, humble, insignifiante. Je ne corrigerai aucune de leurs certitudes. Je ne laisserai filtrer aucun indice sur ma véritable puissance. Car parfois, la meilleure façon de voir l'âme d'une personne est de la laisser croire en sa propre illusion de supériorité. Le jour du dîner arriva, enveloppé dans une brume argentée qui transformait Tambour en un décor de songe. Je me suis réveillée tôt, malgré une nuit courte. Mon studio était baigné de silence, imprégné de l'odeur de l'encre du bois, vestige du projet bouclé la veille. J'ai observé les gouttes de pluie glisser sur la vitre, me demandant quelle version de moi ils rencontreraient réellement. J'ai souri intérieurement. Cela n'avait aucune importance. Ce soir-là, le but n'était pas qu'ils me voient, que je les voie. Vers midi, j'ai commencé à préparer les accessoires de ma pièce de théâtre, le mot performance semblait trop fort. C'était plutôt un essayage de costume pour un rôle que je connaissais par cœur. L'artiste fauché habité par sa passion. J'ai ouvert ma garde-robe, j'ai laissé mon regard errer sur les blazers sur mesure, les chemisiers en soie que je réservais aux réunions d'investisseurs. Mes doigts ont glissé jusqu'à une robe en lin rangée tout au fond. Elle était souple, légèrement délavée par le temps, les ourlets un peu effilochés. Je l'avais portée des années plus tôt, quand je courais les marchés artisanaux pour décrocher mes premiers contrats. Je l'ai enfilée, me suis regardée dans le miroir. Le tissu tombait simplement, sans structure, sans artifice. Pour chaussures, j'ai choisi mes vieilles baskets, autrefois blanches, aujourd'hui d'un gris qui racontait des histoires de trottoirs de métro nocturnes. Je les ai nettoyées sommairement. J'ai noué mes cheveux en un chignon un peu lâche, ajouté une pointe de baume à lèvres, renoncé à tout bijou. Je possédais des pièces qui auraient pu financer un dîner pour 100 personnes dans le meilleur restaurant de la ville, je les ai laissées dans leur coffret. En ouvrant le tiroir de mon bureau, j'ai trouvé ce que je cherchais. Mon vieux carton à dessin, celui dont les bords étaient cornés, la couverture tachée à force d'avoir été manipulée. J'y ai glissé quelques esquisses, des prototypes, des modèles de projets de jeunesse. Rien qui n'évoque la réussite, la richesse. C'était modeste, presque amateur, parfait pour mon rôle. J'ai glissé le tout dans mon grand sac fourre-tout, à côté d'une petite boîte en carton brun fermée par une simple ficelle de cuisine. C'était mon cadeau pour les Von Berg. À l'intérieur, des sablés au citron encore tièdes venant de la boulangerie d'en bas. J'avais demandé à l'artisan de retirer l'étiquette de la marque, j'avais écrit Hartmann au crayon à papier sur le couvercle. À mesure que l'après-midi déclinait vers ce bleu tendre qui sépare le jour du soir, je suis restée assise à ma table, suivant du doigt le rebord de ma tasse de café, constatant que je n'étais pas nerveuse, intensément curieuse. Il n'y avait aucune colère dans ma démarche, juste une volonté d'observation. Les êtres ne révèlent leur véritable nature que lorsqu'ils pensent que personne d'important ne les regarde. Et ce soir, je voulais savoir qui étaient les Von Berg lorsqu'ils pensaient que j'étais insignifiante. Je me suis souvenu d'une phrase de mon père lorsqu'il ponçait une coque de barque. Pour tester la solidité d'une pièce de bois,
ne frappe pas dessus. Contente-toi d'y ajouter du poids, jusqu'à ce qu'elle parle. C'était exactement cela. Pas de combat frontal, juste un poids ajouté avec précaution jusqu'à ce que la vérité craque sous le vernis social. Vers 18 heures, le brouillard s'était épaissi, s'enroulant autour des réverbères comme de la fumée de soie. J'ai jeté mon sac sur mon épaule, verrouillé la porte du studio, me suis dirigé vers la gare. La ville de Hambourg me semblait vibrante dans sa rumeur sourde. L'odeur du café, du bitume mouillé, le sifflement des trains électriques, tout cela composait une symphonie urbaine familière. Quelqu'un jouait du saxophone dans un coin de rue, les notes flottant dans la brume comme un acte de résistance. J'ai pris le train vers Blanquenèze, le quartier où résidaient les parents de Vincent. En traversant les ponts sur l'Elbe, j'ai vu la ligne d'horizon scintiller derrière moi, une forêt de tours de verre traversée de veines de lumière. J'ai aperçu mon reflet ténu dans la vitre, une femme simple, en robe de lin, l'air fatigué. Ce soir, je n'ai pas besoin de gagner, me suis-je murmuré. J'ai juste besoin de voir qui joue. Les portes du wagon se sont ouvertes dans un soupir d'air comprimé, le brouillard frais s'est engouffré sur le quai. Vincent m'attendait près du trottoir, son manteau impeccablement repassé, son expression oscillant entre l'excitation et l'inquiétude. « Tu es magnifique », a-t-il dit doucement, j'ai perçu l'hésitation dans sa voix, comme s'il se demandait si ses parents partageraient son avis. « Merci », ai-je répondu en souriant, « c'est juste une vieille robe de lin. » Il m'a pris la main, sa prise était tendue. « S'il te plaît, ne prends pas personnellement ce qu'il pourrait dire. Ma mère a parfois une façon de s'exprimer un peu tranchante. Ne t'en fais pas pour ça, ai-je dit en serrant sa main pour le rassurer. Tandis que nous progressions dans les rues calmes, les demeures devenaient de plus en plus imposantes, les jardins plus sculptés, l'air se parfumait d'essence de cèdre de lavande. Au dernier tournant, la résidence des von Berg est apparue, une villa de verre de pierre dominant l'eau, dont les fenêtres brillaient d'une teinte ambrée dans le crépuscule. Une fontaine murmurait dans l'allée, je percevais déjà les effluves de bois ciré, de vin de prix s'échappant de la porte entr'ouverte. Vincent s'est garé, a pris une grande inspiration, s'est tourné vers moi. « Prête ?» J'ai souri en poussant la porte de la voiture. « Bien plus que tu ne le penses. » Le son de mes baskets sur les marches de marbre m'a semblé étrangement sonore dans ce silence feutré. À l'intérieur, un piano diffusait une mélodie classique, discrète, omniprésente. J'ai ajusté la sangle de mon carton à dessin, j'ai levé les yeux vers l'imposante entrée. J'ai pris une autre inspiration. L'air frais charriait des odeurs de l'Elbe, de saumon sauvage. À cet instant précis, je me sentais calme, non comme une femme marchant vers un procès, comme une chercheuse entrant dans un laboratoire dont elle a déjà prédit les résultats. Et quand la porte s'est ouverte sur le sourire parfait d'Hélène, encadré de perles de lueur de bougie, je me suis dit que l'expérience commence. La demeure des von Berg ressemblait moins à un foyer qu'à un musée privé méticuleusement agencé. Dès que j'ai franchi le seuil, j'ai été accueilli par une atmosphère de luxe feutré. L'odeur subtile des lys blancs du bois de santal, l'éclat des parquets de marbre poli, le silence de l'argent trop vieux pour avoir besoin de se manifester bruyamment. Au mur gisaient d'immenses toiles abstraites, des coups de pinceau qui semblaient signifier tout rien à la fois, parfaitement éclairés par des spots encastrés. Hélène se tenait au sommet de l'escalier, son sourire étant une sculpture de grâce calculée. Sa robe de soie couleur champagne était d'une sobriété étudiée, portait la signature indiscutable de la haute couture. « Léa, ma chère », a-t-elle lancé en descendant avec une aisance consommée. « Vous avez réussi à venir, quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. » Ses yeux ont balayé ma silhouette en un mouvement fluide, notant ma robe de lin, mes baskets usées, la petite boîte enveloppée de papier brun dans mes mains. Son sourire n'a pas vacillé, j'ai vu l'éclair de curiosité mêlé de jugement dans son regard, comme un expert en joaillerie évaluant des perles de pacotille. J'ai tendu ma boîte, j'ai apporté une petite attention. Des sablés de ma boulangerie de quartier. « Quelle délicatesse !» a-t-elle répondu en saisissant l'objet avec une précaution excessive, comme s'il risquait de tacher ses doigts. Elle a laissé échapper un rire léger qui n'a jamais atteint ses yeux. « Charmant. Antoine saura apprécier le geste, n'est-ce pas, mon cher ?» Son mari est alors apparu dans la pièce voisine, une haute stature aux cheveux argentés dégageant l'assurance tranquille d'un homme habitué à être obéi. « Ah » a-t-il dit en tendant une main ferme. « Voici donc notre designer. » Son handshuttle n'était poli ou impersonnel, comme s'il concluait une affaire mineure.
J'ai souri, ravi de vous rencontrer, monsieur von Berg. Antoine, je vous en prie, a-t-il corrigé. Nous sommes en famille ici. Vincent nous a tant parlé de vous. Nous avons regardé vers Vincent, qui se tenait derrière eux, nerveux, les mains enfoncées dans ses poches. Que du bien, j'espère, a glissé Antoine avec un petit rire. Ils m'ont conduite à travers le hall jusqu'au salon où chaque surface semblait étinceler sous les lumières. Verre, chrome, ivoire. La cheminée était encadrée par 2 immenses toiles, le tapis sous mes pieds paraissait n'avoir jamais connu le poids d'un pas humain. Une carafe de vin ancien attendait sur un plateau de marbre. Vous avez un style très retenu, a observé Hélène en m'invitant à m'asseoir. C'est rafraîchissant de rencontrer quelqu'un qui ne court pas après les tendances de la mode. Merci, ai-je répondu en m'installant prudemment dans un fauteuil de velours crème. J'aime les choses qui durent. Naturellement, a-t-elle ajouté d'un ton lisse. L'intemporalité prime sur l'éphémère. J'admire cela, bien que, a-t-elle ajouté avec une pointe de malice, parfois, les bons accessoires peuvent aider la simplicité d'une femme à briller encore plus fort. Son regard a glissé vers mes poignets nus, mon cou sans parure. J'ai souri. J'imagine que je n'ai pas encore trouvé les bons. Antoine m'a servi un verre de vin avant que je ne puisse décliner. Vous allez apprécier celui-ci. Un Bordeaux de 2012. Il m'a coûté une petite fortune. Je m'assurerai alors de n'en perdre aucune goutte, ai-je dit avec un hochement de tête. Hélène a ri de nouveau, ce rire de porcelaine fragile. Vincent a mentionné que vous habitiez au Tencent, n'est-ce pas? Oui, tout près des docks. Ce quartier a un côté artistique, a-t-elle commenté, comme si le mot lui-même transportait une odeur de poussière de bohème. Nous y sommes allés une fois pour une vente de charité. C'est une communauté chaleureuse, ai-je ajouté. Beaucoup d'artistes, de petits cafés, une vie de quartier vibrante. Sans aucun doute, a-t-elle répondu, j'imagine que le stationnement y est un calvaire. J'ai pris une gorgée de vin pour masquer mon amusement. En effet. C'est pour cela que je me déplace à vélo. Ses sourcils se sont levés imperceptiblement. Vous faites du vélo dans Hambourg tous les jours. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ai-je confirmé. Antoine a laissé échapper un rire impressionné malgré lui. C'est ce qu'on appelle de l'engagement. Vincent a du mal à aller jusqu'à la boîte aux lettres quand il tombe 3 gouttes. Hélène lui a jeté un regard sévère avant de se tourner vers moi. C'est merveilleux de voir quelqu'un d'aussi pragmatique. Je dis souvent à Vincent que l'ambition est une vertu, que la stabilité est le socle de l'avenir. Vous avez de la chance, Léa. Tout le monde n'a pas la liberté de vivre sans se soucier du long terme. J'ai acquiescé, ma voix restant calme. La liberté possède sa propre forme de stabilité. Elle vous apprend de quoi vous pouvez vous passer. Pour la première fois, son sourire a vacillé. Comme c'est philosophique. Le dîner fut annoncé par une gouvernante au mouvement si feutré qu'elle semblait n'être qu'une ombre. La salle à manger était à la hauteur de ce que l'on pouvait attendre. Une longue table nappée de lin fin, des verres de cristal, des bougies dont les flammes dansaient sur l'argenterie. Mon propre reflet me regardait depuis chaque surface polie. Nous nous sommes installés, Hélène face à moi, Antoine en bout de table, Vincent à mes côtés. Le premier plat fut servi, une salade de betterave dressée comme une œuvre d'art moderne. Hélène a fait un geste vers mon assiette. Vous devez aimer les belles choses, travaillant dans le design. Absolument, ai-je répondu, je pense que la beauté n'est que la conséquence d'une fonction parfaitement accomplie. Très intéressant, a-t-elle commenté en inclinant la tête. J'imagine que c'est pour cela que votre travail est si créatif. Vincent mentionnait que vous étiez à votre compte. En effet. Oh, cela doit être tellement excitant, est intervenu Antoine. Ne jamais savoir de quoi le mois suivant sera fait. J'ai souri discrètement. Cela me force à rester vigilante. Hélène s'est penchée en avant, sa voix devenant sirupeuse. Si jamais vous aviez besoin d'aide pour vos contacts, vos clients ou vos investissements, nous serions ravis de vous introduire auprès de certaines de nos connaissances. Nous connaissons plusieurs structures qui cherchent des graphistes intégrés. Vous auriez plus de sécurité, peut-être. C'est une proposition généreuse, ai-je répondu en croisant son regard, je suis heureuse là où je suis. Je privilégie mon indépendance sur la structure. Ah, a-t-elle murmuré en opinant du chef. La liberté. Un mot magnifique,
Plus facile à savourer quand on n'a pas à se soucier des factures ou des plans de retraite. Vincent a bougé sur sa chaise, mal à l'aise, s'est raclé la gorge. Maman, enfin. Oh, je ne fais que plaisanter, mon chéri, a-t-elle dit en balayant sa remarque d'un geste de la main. Ne sois pas si susceptible, nous ne faisons que discuter. Mais l'atmosphère avait changé. Sous la lumière des bougies, chaque mot pesait désormais son poids. Chaque compliment était doublé d'une lame invisible. Antoine s'est de nouveau tourné vers moi. Alors, avec quel type de clientèle traitez-vous habituellement? Principalement des petites structures indépendantes, ai-je répondu avec simplicité, des start-ups, des marques émergentes. Très noble, a-t-il commenté. Soutenir l'entrepreneuriat local. Hélène a souri. C'est touchant que vous ne soyez pas matérialiste. C'est une qualité rare de nos jours. Je pense que la simplicité permet de se concentrer sur l'essentiel, ai-je ajouté. Elle a incliné la tête, un pli amer au coin des lèvres. Certes. Néanmoins, j'espère que vous nous autoriserez à vous offrir quelques présents de temps à autre. Une petite mise à jour de votre garde-robe, peut-être. Vous avez un tel potentiel, il suffirait d'un peu de lustre. Vincent a toussé nerveusement. Maman. Elle a levé son verre délicatement. Au potentiel, alors. J'ai levé le mien en retour, et au courage de le voir tel qu'il est. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés, acérés, s'évaluant. Elle n'avait pas l'habitude qu'on lui réponde avec une telle assurance sans jamais céder de terrain. Le plat suivant a été servi, la conversation a dérivé vers les événements mondains, les investissements viticoles, les ventes aux enchères à venir. J'écoutais, j'opinais, j'observais surtout la chorégraphie du privilège en mouvement. Les compliments étaient des codes, la bienveillance une simple monnaie d'échange. À un moment donné, Hélène s'est adressée à Vincent d'un ton léger, calculé. Tu as toujours eu le don de nous ramener des personnalités anticonformistes. Vincent a souri avec nervosité. Tu veux dire intéressante, maman. Naturellement, a-t-elle acquiescé en me lançant un regard rapide. Intéressante. Pour le reste du repas, Vincent s'est fait de plus en plus discret. Chaque fois que ses parents prenaient la parole, il semblait se recroqueviller un peu plus, ses épaules s'affaissant. Quand je tentais de croiser son regard pour le rassurer, il détournait les yeux. Son silence, bien que destiné à préserver la paix de la soirée, m'apparaissait comme une forme de trahison feutrée. Au moment du dessert, mon opinion était faite. Les von Berg n'étaient pas cruels par nature, ils étaient simplement prudents. Trop polis pour vous insulter frontalement, assez fiers pour ne jamais vous laisser oublier la distance qui nous séparait. Quand le rire d'Hélène a résonné faiblement au-dessus de la table, j'ai fixé les cristaux des verres, la nappe impeccable, cette pièce qui semblait manquer d'oxygène à force de perfection. Au fond de moi, j'ai ressenti un soupçon de tristesse inattendue. Car sous cette beauté de façade, il n'y avait rien de chaleureux, seulement des représentations des standards de classe. Mon expérience touchait à sa fin, exactement comme je l'avais prévu. Les bougies avaient presque fini de se consumer quand le dessert fut servi. Un soufflé au chocolat parfait, saupoudré d'un voile de sucre glace. Le vin avait détendu l'atmosphère, sans apporter de véritable chaleur humaine. La courtoisie régnait sur la salle comme un parfum trop entêtant, masquant tout ce qui aurait pu être authentique. Antoine s'est adossé dans son fauteuil, faisant tourner le reste de son Bordeaux dans son verre. Alors, Léa, a-t-il commencé d'un ton qui se voulait décontracté, resté scrutateur. Vous travaillez en indépendante depuis combien de temps exactement? Près de 8 ans, ai-je répondu d'une voix égale. Il a hoché la tête avec cette lenteur caractéristique des gens qui préparent déjà leur prochaine attaque. C'est impressionnant, bien que j'imagine que le statut d'indépendant connaisse des hauts et des bas. Les vaches grasses, les vaches maigres, comme on dit. Parfois, ai-je dit en posant ma fourchette, j'ai appris à naviguer selon les marées. Hélène a souri avec une pointe de pitié. Une façon poétique de parler d'incertitude, je suppose. Antoine a gloussé. Vous avez manifestement la tête sur les épaules. Mais si vous me permettez la question, quel est le plan à long terme? Où vous voyez-vous dans 10 ans? J'ai incliné la tête. Dans 10 ans? Oui. La progression de carrière, la stabilité financière, les assurances, la retraite? Oh, je ne les oublie pas. Je préfère simplement investir dans ce qui croît au lieu de ce qui stagne.
Il a levé un sourcil, sceptique, comme quoi, par exemple. Comme les êtres, les idées, les structures innovantes, ai-je répondu en le fixant calmement. Il s'est calé dans son siège, les lèvres pincées. Très intéressant, bien que les idées ne paient pas toujours les factures à la fin du mois, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard sans ciller, seulement lorsqu'elles sont mauvaises. Pendant un battement de cœur, un silence pesant s'est installé. Puis Hélène a laissé échapper un rire fluide, parfaitement maîtrisé. Comme c'est charmant. Je comprends pourquoi Vincent vous apprécie tant. Vous avez de la répartie. Certains appelleraient cela un instinct de survie, ai-je ajouté. La fourchette de Vincent a teinté contre son assiette, il n'avait presque pas ouvert la bouche de la soirée. Je sentais la tension qui émanait de lui, ses épaules raides, son regard oscillant entre moi et ses parents, comme un homme voyant deux mondes entrer en collision frontale. Hélène a tamponné le coin de ses lèvres avec sa serviette de lin. Voyez-vous, Léa, dans notre famille, nous sommes fiers de nous entraider pour présenter le meilleur de nous-mêmes au monde. Nous croyons que l'apparence reflète le respect que l'on se porte à soi-même, à son partenaire, à la vie que l'on construit ensemble. J'ai acquiescé, c'est une valeur que je peux apprécier. Elle a souri, satisfaite. J'étais sûre que vous comprendriez. Alors, j'ai réfléchi. Une fois marié, vous serez amené à assister à certaines fonctions officielles. Des galas, des vernissages, peut-être quelques réceptions d'entreprise. Nous souhaitons naturellement que vous vous y sentiez à votre aise. Je m'y sens déjà, ai-je glissé doucement. Naturellement, a-t-elle repris avec un geste de la main, je pense qu'il serait utile d'avoir un petit budget supplémentaire pour rafraîchir votre garde-robe. J'aimerais mettre en place une petite allocation mensuelle, disons 8 cents à 1200 €, spécifiquement dédiée à votre présentation publique. Son ton était si lisse, si banal, qu'on aurait presque pu manquer l'insulte soigneusement emballée au cœur du message. Je l'ai fixé un instant, notant ses perles, sa manucure parfaite, l'immobilité de son visage. Puis j'ai souri en posant mon verre. C'est extrêmement généreux de votre part, Hélène, je ne voudrais pas peser sur votre budget familial. Elle a cligné des yeux. Oh, ne soyez pas ridicule, ma chère. Ce n'est pas une question d'argent, d'image. Dans ce cas, je continuerai à présenter mon authenticité, ai-je répondu. C'est la seule chose que personne ne peut contrefaire. Antoine a ri, peut-être pour détendre l'atmosphère, cela n'a fait que renforcer la gêne. Vous êtes très indépendante, n'est-ce pas? J'essaie de l'être. C'est admirable, a-t-il dit, le mot admirable sonnait dans sa bouche comme peu pratique. Mais le mariage ne concerne pas l'indépendance, Léa. Il concerne le partenariat, la stabilité financière. Je l'espère. Je pense aussi que la stabilité signifie différentes choses pour différentes personnes. Pour certains, c'est un salaire à la fin du mois. Pour d'autres, c'est une mission. Il s'est penché en avant. Et vous, laquelle êtes-vous? Je suis celle qui construit les deux, ai-je répondu. Nouveau silence de plomb. Hélène a repris son sourire de marbre. Vous avez des notions de succès très modernes. Mais dites-moi, qu'en est-il du concret? De l'assurance maladie, d'un plan de prévoyance? On ne peut pas vivre éternellement d'idéaux. Heureusement, ai-je murmuré, ce ne sont pas mes idéaux qui me font vivre. Elle a cherché le soutien de Vincent du regard, il fixait son assiette avec une intensité désespérée. Antoine s'est raclé la gorge. Vincent a fait une belle carrière dans sa firme. Une fois marié, je suis convaincue qu'il pourra subvenir à l'essentiel. Je n'attends pas de lui qu'il le fasse, ai-je interrompu avec douceur. La fourchette d'Hélène s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Les sourcils d'Antoine se sont levés. Ma voix était restée calme, presque amicale. Je crois au partenariat, pas à la dépendance. Je préfère porter mon propre poids plutôt que de devenir un fardeau pour lui, financièrement ou autrement. Antoine a hoché la tête avec lenteur. Admirable, une fois de plus. Mais soyons réalistes, le travail en freelance n'est pas exactement un filet de sécurité. Le confort hérité ne l'est pas non plus, ai-je rétorqué avec un sourire. Le coup à porter. Son regard a changé, passant de la curiosité à l'incertitude. Les gens comme lui n'avaient pas l'habitude qu'on leur réponde sans s'excuser. Hélène a posé ses couverts, son ton se refroidissant de plusieurs degrés. Voyez-vous, Léa, il y a une chose que j'ai apprise après 30 ans dans ces cercles. La présentation n'est pas superficielle,
car les gens jugent ce qu'ils voient bien avant d'écouter ce que vous avez à dire. Dans notre milieu, l'image est tout. » Ces paroles étaient tranchantes, pesées avec soin. Je les regardais, le cœur battant calmement. Alors il est peut-être temps que votre milieu apprenne à regarder plus profondément. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, surprises, avant qu'elle ne retrouve sa contenance. Vincent a enfin pris la parole, la voix basse tendue. « Maman, s'il te plaît, c'est bon. » J'ai posé ma main sur son bras. « Vincent, c'est normal. Nous comparons simplement nos philosophies de vie. » Hélène a expiré lentement par le nez. « Naturellement, ma chère. Des philosophies. » Les assiettes à dessert ont été emmenées dans un silence pesant, seul le tintement de l'argent contre la porcelaine comblant le vide. Dehors, la pluie avait repris, régulière, transformant les reflets dans les vitres en aquarelles floues. Antoine s'est levé pour ajuster sa veste. « Et si nous allions prendre le café dans le petit salon ?» Hélène a acquiescé, sa superbe totalement retrouvée. « Oui, allons-y. » En nous levant, elle a frôlé mon bras, un geste qui ressemblait plus à un rappel de son rang. « Vous avez un sacré tempérament, Léa. J'espère que vous ne le perdrez jamais. »« Ne craignez rien, » ai-je répondu en calquant mon ton sur le sien, « il ne dépend pas de l'approbation d'autrui. » Elle m'a lancé un sourire à la fois glacial et acéré. Quelle chance! Nous nous sommes dirigés vers le salon, Vincent marchant à mes côtés dans un silence qui pesait l'excuse qu'il n'osait formuler. En passant devant une vitrine de cristal ancien, j'ai capté mon reflet, ma robe de lin, mon chignon défait, mes mains nues. Et j'ai souri, car sous leur courtoisie parfaite, la vérité commençait déjà à poindre. Je l'avais vu dans leurs yeux, dans la tension de la voix d'Hélène, dans la lourdeur des questions d'Antoine. Ils m'avaient testé, je n'avais pas plié. Ils se croyaient les juges, ils ignoraient que ce dîner n'était pas destiné à prouver que j'étais digne de leur monde. Il s'agissait de voir si leur monde était digne de moi. Le salon des Von Berg exhalait une odeur de café torréfié de pluie fraîche. La pièce ressemblait à un catalogue de design, meubles en noyer précieux, un piano à queue, une bibliothèque remplie de livres d'art. Hélène s'est installée sur le canapé de velours, les jambes croisées, tandis qu'Antoine servait le café dans de délicates tasses en porcelaine. Vincent est resté près de la cheminée, toujours immobile, toujours tendu, comme un homme suspendu entre deux univers inconciliables. La conversation a repris, fragile comme du verre. Antoine a parlé de la volatilité des marchés et de l'immobilier, Hélène du conseil d'administration du musée. J'étais assise là, les mains jointes, ma boîte cadeau en papier brun posée sur la table basse, toujours fermée. « Vraiment, ma chère, » a lancé Hélène soudainement, « vous n'auriez pas dû vous donner cette peine. » « Ce n'était aucune peine, » ai-je répondu d'une voix égale, « juste une petite attention pour vous remercier. » Elle a souri en se penchant pour dénouer la ficelle, ses doigts agissant avec une prudence excessive. « Comme c'est gentil. J'avoue être curieuse de découvrir quel genre de biscuits les artistes affectionnent. » Avant qu'elle n'ait pu ouvrir la boîte, Antoine a remarqué l'étiquette écrite à la main, collée sur le dessus. Une habitude de ma part, une simple marque de courtoisie. 3 petits mots tracés au crayon, Hartmann Créative. Il s'est figé net. Sa main, à mi-chemin de la carafe, est restée suspendue dans le vide. Ses yeux se sont fixés sur le nom, non pas sur Léa, sur Hartmann. Son expression a changé de façon subtile, comme celle d'un homme entendant le tonnerre avant de voir l'éclair. Il a cligné des yeux, 1 fois, 2 fois, puis a saisi la boîte pour lire le nom à nouveau. Ses lèvres ont bougé sans émettre de son. « Hartmann » a-t-il murmuré. « Le groupe Hartmann de Hambourg. » Hélène l'a regardé avec confusion. « Antoine ?» Il n'a pas répondu immédiatement. Il m'a fixé, étudiant mon visage avec un regard qui n'avait plus rien à voir avec la curiosité polie. Il y avait de la reconnaissance, de l'incrédulité. « Vous n'avez aucun lien de parenté avec la structure Apex Creative Logic SPAC, n'est-ce pas ?» Le silence est retombé sur la pièce, plus lourd que jamais. Même la mélodie du piano semblait avoir cessé. J'ai soutenu son regard avec calme. « Je n'ai pas de lien de parenté, Antoine, » ai-je répondu doucement. « Je suis la fondatrice, directrice du groupe Hartmann. » Pendant un long moment, il s'est contenté de me fixer. Puis il a laissé échapper un petit rire incrédule, dénué de toute moquerie. « Vous voulez dire que c'est vous qui dirigez tout cela ? » « En effet, ai-je dit. » « Cela,
ainsi que 2 autres entités du groupe, le laboratoire UX, la manufacture de conditionnement. Nous gérons la stratégie de marque pour plusieurs clients nationaux. La tête de Vincent a pivoté vers moi. Attends, quoi? Sa voix s'est brisée, mélange de confusion, de réalisation soudaine. Je ne l'ai pas regardé, gardant mon focus sur Antoine, dont la contenance s'effritait à chaque seconde. Votre cabinet travaille avec Muller Manufacturing, n'est-ce pas? Il a cligné des yeux, muet. J'ai supervisé l'intégration de leur chaîne d'approvisionnement l'année dernière. Donc, techniquement, nos entreprises se connaissent déjà. Vous ignoriez simplement que mon nom figurait sur les contrats. La tasse d'Hélène a teinté contre la soucoupe. Je suis désolée, a-t-elle balutié en forçant un petit rire. J'ai dû rater un épisode. Vous possédez cette entreprise? J'ai fondé les 3, ai-je précisé. Vincent ne bougeait plus. Léa, pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Je me suis enfin tournée vers lui, car je voulais savoir si j'avais une importance à ses yeux sans ce titre. Hélène passait son regard de moi à son mari, puis revenait vers moi. Son masque était tombé, laissant place à un malaise profond. C'est une sacrée surprise, a-t-elle fini par dire, sa voix tremblant sous le poids de ce qu'elle tentait de maintenir. Antoine, toujours abasourdi, s'est raclé la gorge. C'est donc vous, la Hartmann, qui a négocié l'expansion sur la côte ouest? En personne, ai-je confirmé. Il a gloussé nerveusement. Mon Dieu, vous êtes la raison pour laquelle notre chaîne de distribution n'a pas implosé en 2020. Quand Muller a été incapable de livrer, votre groupe a pris le relais. Mon cabinet représentait l'un de vos clients à l'époque. Nous pensions avoir perdu le marché jusqu'à ce que votre structure intervienne. J'ai acquiescé. Je me souviens avoir vu passer votre nom sur les actes juridiques. Il a expiré longuement en se frottant la nuque. Eh bien, je tombe de haut. Hélène semblait avoir perdu pied, elle était résolue à faire comme si de rien n'était. Vous devez comprendre, ma chère, a-t-elle lancé précipitamment. Nous n'avions aucune idée. Vincent ne l'a jamais mentionné, parce que Vincent l'ignorait lui-même, ai-je dit avec douceur. Et c'était précisément le but. J'ai observé les réactions sur leur visage, savourant ce moment de vérité brute. Je n'ai rien caché, ai-je ajouté en me rasseyant confortablement. Je n'ai simplement pas ressenti le besoin de faire étalage de mes titres. Je voulais découvrir comment les êtres se comportent lorsque le filtre d'un nom de famille prestigieux disparaît. Antoine a laissé échapper un sifflement admiratif. Eh bien, je crois que nous avons eu notre réponse ce soir. En effet, ai-je murmuré. Hélène a tenté de reprendre contenance en redressant ses épaules. Léa, j'espère que vous ne pensez pas que nous avons porté un jugement, nous étions simplement curieux. J'ai plongé mon regard dans le sien. La curiosité n'est pas le problème, Hélène. Ce sont les présomptions qui le sont. Elle a marqué un temps d'arrêt, son sourire devenant très mince. Vous comprenez, dans nos cercles, les gens ont tendance à se présenter sous leur meilleur jour, plutôt que de montrer qui ils sont réellement. Ai-je terminé pour elle? Oui, j'ai remarqué cela. Pour la toute première fois de la soirée, Antoine a ri de façon authentique. La tension s'est enfin relâchée pour laisser place à quelque chose de plus humain. Elle t'a bien eu, Vicky. Victoria, Hélène a rougi légèrement. Antoine a levé les mains en signe de reddition, souriant franchement. Non, sérieusement, je l'apprécie. Elle a du cran. Le cran n'est pas le mot, a murmuré Hélène. Je me suis levée lentement pour poser ma tasse vide. Sachez une chose, ai-je déclaré d'une voix calme assurée. Le respect n'est pas un uniforme que l'on revêt. C'est une habitude de l'âme, elle se manifeste avec le plus de clarté quand on pense que personne ne nous regarde. Le sourire d'Antoine s'est adouci. Il a hoché la tête, le poids de la compréhension pesant sur lui. Vous avez tout à fait raison, a-t-il admis à voix basse. Et je crains que ce soir, nous ne nous soyons pas montrés sous notre meilleur jour. Hélène est restée muette, les yeux fixés sur sa tasse de café, comme si le motif de la porcelaine pouvait lui expliquer comment la soirée lui avait échappé. Vincent s'est enfin levé, s'est approché de moi. Son visage était pâle, partagé entre le choc une certaine honte. Léa, J'ai secoué la tête avec douceur. C'est inutile, tu n'as rien à expliquer. Il a baissé les yeux.
Je n'ai simplement pas su comment leur faire face. J'ai cru qu'en restant silencieux, je préserverais la paix. Le silence n'est pas synonyme de paix, lui ai-je soufflé. C'est simplement l'absence de courage. Personne n'a parlé pendant un long moment. Dehors, la pluie s'était transformée en une brume épaisse qui frappait doucement les vitres du salon. Les reflets du lustre dansaient sur l'eau sombre de l'Elbe, fuyant instable. Antoine a finalement brisé le silence. « Léa » a-t-il dit d'un ton radicalement différent, plus ancré, presque humble. « Je vous présente mes excuses les plus sincères. Vous avez accompli bien plus que la plupart des gens que je côtoie, nous vous avons traité comme si vous aviez de la chance d'être assise à notre table. » J'ai esquissé un sourire ténu. J'ai eu de la chance, en effet. Celle de voir ce qui comptait réellement pour vous. Hélène a enfin levé les yeux, sa voix étant devenue très petite. Et qu'est-ce que c'est, selon vous? Le caractère, ai-je répondu simplement. La seule forme de richesse qui ne s'évapore pas lorsque les autres détournent le regard. Pour une fraction de seconde, j'ai vu un éclair de regret dans ses prunelles. Elle a hoché la tête une fois, de façon presque imperceptible. J'ai saisi mon sac, j'en ai sorti mon carton à dessin, celui qui m'avait servi de couverture. Mais au lieu de l'ouvrir, je l'ai posé délicatement sur la table basse, à côté des verres à moitié vides de la petite boîte de biscuits portant mon nom. Voici la version de moi que vous étiez censé rencontrer ce soir, ai-je dit doucement. L'artiste fauché dont vous pensiez qu'elle cherchait à s'agripper à votre univers. Il s'avère que je n'ai jamais cherché à m'élever. Je me suis contenté d'observer. Et sur ces mots, j'ai souri sereinement, j'ai levé mon verre vers eux. Aux leçons apprises, ai-je murmuré. Antoine a saisi son verre, a hésité un instant, puis l'a fait tinter contre le mien. Le son fut cristallin, résonnant comme une note pure dans une cathédrale. Hélène a suivi un instant plus tard, sa main tremblant légèrement. Vincent, les yeux écarquillés par un mélange de respect et de culpabilité, a levé le sien à son tour. Les verres se sont rencontrés dans un murmure de cristal. Et à cet instant précis, au milieu des lueurs des bougies de l'écho de la pluie, la hiérarchie qui avait régné sur la pièce s'est dissoute totalement. Il n'y avait plus de cercle privilégié, plus de standards imposés par la fortune. Il ne restait que le poids silencieux indéniable de la vérité, le goût d'un respect enfin mérité, enfin égalitaire. La pièce est restée silencieuse pendant plusieurs secondes après le toast. L'écho des verres flottait dans l'air comme la dernière note d'une symphonie dont personne ne voulait voir la fin. J'ai laissé le silence respirer, avec conscience calme. Puis j'ai posé mon verre, j'ai repris mon sac. Ce geste a brisé le charme. Éléonore Hélène a cligné des yeux, comme si elle s'éveillait d'un songe, tandis qu'Antoine se raclait la gorge. Vincent s'agitait nerveusement, ne sachant que faire de la suite des événements. « Merci pour ce dîner », ai-je dit d'une voix polie égale, celle que j'utilisais pour clore une négociation dont l'issue était décidée bien avant la signature. Ce fut une soirée des plus instructives. Hélène s'est ressaisie la première. « Oh, vous n'allez tout de même pas partir déjà ?» Sa voix était presque trop aiguë. « Nous allions justement, je crains de devoir prendre congé », ai-je coupé avec un sourire doux. La journée a été longue. J'ai fouillé dans mon sac, en ai extrait mon portefeuille de cuir mat. J'en ai sorti une carte de crédit d'entreprise, frappée du logo du groupe Hartmann. « S'il vous plaît, permettez-moi de contribuer à ma part de ce dîner », ai-je ajouté en la faisant glisser sur la table. Un bon repas se partage, il ne se doit pas. La bouche d'Hélène s'est entr'ouverte. Mais ce n'est absolument pas nécessaire. J'y insiste, ai-je précisé. C'est une question d'habitude. Je n'aime pas laisser de dette derrière moi. Antoine a fixé la carte. Un éclair de reconnaissance a brillé dans ses yeux. Groupe Hartmann, a-t-il murmuré. Puis il a croisé mon regard, a hoché la tête avec lenteur. C'était un geste de respect pur, qui n'avait besoin d'aucun mot superflu. J'ai laissé la carte sur le bord de la table, sachant parfaitement qu'ils n'oseraient jamais s'en servir, sachant aussi que cette image resterait gravée dans leur mémoire. Cet acte simple disait tout ce qui devait être dit. Je n'avais besoin ni de leur validation ni de leur charité. J'étais déjà entière. Vincent s'est levé au moment où je saisissais mon manteau. « Léa, attends. Reste avec tes parents, Vincent », ai-je dit doucement en boutonnant mon col. C'est un moment familial. Il a secoué la tête, « Tu es aussi ma famille. » Alors agis en conséquence,
ai-je répondu avec calme. La prochaine fois. Pendant une seconde, une émotion brute a traversé son visage. De la honte, peut-être, ou une prise de conscience soudaine. Mais il ne m'a pas suivi jusqu'à la porte. Dehors, le monde avait changé de visage. La pluie avait cessé, laissant un voile d'argent sur l'allée. L'air sentait le cèdre, le sel marin, ce genre de froid qui pique la peau clarifie l'esprit. J'ai respiré longuement, savourant le retour du calme intérieur. La villa des Von Berg brillait derrière moi, ses fenêtres telles des yeux d'or scrutant l'obscurité. J'imaginais le tintement de la porcelaine à l'intérieur, le murmure des discussions tentant de réparer les dégâts. Mais ici, dans la nuit, le monde était redevenu simple. Un univers fait de vent, de pavés mouillés, de lumières urbaines lointaines. J'ai descendu l'allée de gravier jusqu'à la route principale, mes baskets crissant doucement à chaque pas. Arrivé au bout, je me suis arrêté pour un ultime regard en arrière. Je ne ressentais ni amertume ni triomphe. C'était quelque chose de plus feutré, une clarté limpide. Toute ma vie, j'avais cru que le silence était une forme de grâce, que rester calme, sourire malgré l'inconfort était une preuve de gentillesse. Mais cette soirée m'avait appris une leçon différente. Se taire devant le manque de respect n'est pas de la bienveillance, c'est une autorisation. Si vous permettez aux gens de vous traiter comme si vous valiez moins qu'eux, vous leur enseignez qu'ils ont le droit de le faire. Un coup de vent a balayé la route, emportant avec lui le murmure de la ville par-delà les collines. Le sifflement d'un train de marchandises est monté vers moi, profond, solitaire. Je suis resté là à écouter, sentant ce son vibrer dans le sol. Il me rappelait la petite fille de Wismar, celle qui pédalait sous la pluie, celle qui construisait des rêves à partir de rien. Elle n'avait jamais demandé l'autorisation d'exister. Elle s'était simplement bâtie, pierre après pierre, jusqu'à ce que son nom ait un poids. J'ai souri intérieurement. Ce n'était pas fini, c'était un nouveau commencement. Les phares d'une voiture ont balayé le gravier derrière moi. Je me suis retourné, j'ai vu la voiture de Vincent ralentir pour s'arrêter à ma hauteur. Il est descendu, sa cravate desserrée, son regard rempli d'une résolution nouvelle. « Je n'allais pas te laisser partir ainsi », a-t-il déclaré, sa voix étant enfin exempte de toute hésitation. « Je n'ai pas besoin d'être avec eux ce soir. J'ai besoin d'être avec la femme que j'aime. » Je l'ai regardé, cherchant la trace de l'ancien Vincent, celui qui cherchait l'approbation. Je n'ai vu qu'un homme qui venait de faire un choix. « Et qui est cette femme, Vincent ?» ai-je demandé doucement. « C'est Léa Hartmann », a-t-il répondu en s'approchant. « Et elle est bien plus puissante que ce que j'aurais pu imaginer, pas pour les raisons que mes parents pensent. » Il a pris mes mains dans les siennes, ignorant les taches de peinture, les cicatrices du travail. « Elle est puissante parce qu'elle est vraie. » J'ai senti la chaleur de ses mains dissiper le froid de la nuit. « Il va falloir beaucoup de travail, Vincent, pour désapprendre les silences. »« Je suis prêt », a-t-il juré. « Nous allons bâtir notre propre monde, sans filtre. » Nous sommes restés là un moment, au bord de la route, tandis que Hambourg s'illuminait au loin. Les nuages commençaient à se déchirer, laissant entrevoir quelques étoiles lointaines. Le succès, l'argent, les titres, tout cela n'était que le décor. La véritable réussite, c'était cet instant de clarté partagée sous le ciel de novembre. Quelques mois plus tard, Hambourg s'éveillait sous les couleurs du printemps. Vincent et moi avions entamé un nouveau chapitre, non pas en ignorant les cicatrices du passé, en apprenant à les intégrer à notre histoire commune. Je passais toujours autant de temps dans mon studio, mon focus avait changé de nature. J'ai lancé un programme de mentorat appelé Essence d'entreprendre, destiné aux femmes qui, comme moi autrefois, luttaient pour se faire une place dans le monde des affaires. Il ne s'agissait pas de bureaux luxueux, de redonner la propriété de leur temps, de leur talent. Vincent s'est impliqué à mes côtés, apportant son expertise technique pour bâtir les plateformes nécessaires. Il avait changé lui aussi, cherchant désormais la compréhension plutôt que la validation. Un samedi après-midi, j'ai observé un jeune garçon dans un centre de quartier, ses yeux s'illuminant alors qu'il concevait sa première affiche numérique. Ses mains tremblaient d'excitation, comme les miennes autrefois. « Je ne savais pas que je pouvais faire quelque chose d'aussi beau », a-t-il murmuré. « Tu n'as pas seulement fait quelque chose de beau, mon petit, lui ai-je dit, tu as fait quelque chose de vrai. » Il m'a adressé ce sourire incrédule, fier que j'avais emporté. Plus tard, en rentrant à pied avec Vincent, il a glissé sa main dans la mienne. «
Tu as construit quelque chose de bien plus vaste qu'une simple entreprise, Léa. J'ai secoué la tête, c'est juste le début, Vincent. Le reste n'était que de la structure. Ici, c'est la mission. Antoine et Hélène ont fini par nous inviter de nouveau. Cette fois, le climat était différent. Les excuses avaient été présentées, non pas par des mots, par un changement radical d'attitude. Ils commençaient enfin à voir la femme derrière le nom, l'homme derrière le fils. La réussite n'est pas une destination, c'est une façon de marcher. En contemplant l'horizon de Hambourg ce soir-là, j'ai réalisé que je n'avais plus de vie à équilibrer. L'ombre et la lumière avaient fini par fusionner en une seule même vérité. Et c'était là ma plus belle victoire. Si ce récit a réveillé quelque chose en vous, je vous laisse avec une question qui a changé mon existence. Que choisiriez-vous si personne ne vous regardait? La réponse est peut-être le début de votre propre empire du silence.